Alors, déjà, ne serait-ce que pour vous présenter notre service. Donc moi, je suis Olivier, je suis de l'ASDR, et à l'ASDR, on anime le service public de conseil pour la rénovation énergétique en Savoie. Euh, Donc, qu'est-ce que c'est que le Conseil pour la rénovation énergétique en Savoie? Ça permet de renseigner tous les particuliers qui nous contactent sur les aides financières mobilisables, sur comment on fait une rénovation performante de son logement, comment on fait des économies d'énergie chez soi et comment on installe des systèmes à énergie renouvelable. On fait du conseil téléphonique, on fait des conseils personnalisés et on accompagne un peu partout en Savoie les, les les différentes personnes qui ont besoin de nos conseils. Les territoires, et en particulier le département de la Savoie, qui nous accompagne et avec qui on travaille au quotidien. Et comme je le disais, on vous reçoit régulièrement sur toutes les différentes collectivités de Savoie pour faire un conseil personnalisé sur votre logement, que ce soit une question sur le chauffage, sur l'isolation, sur l'état général du bâtiment, par rapport au projet que vous pouvez avoir de travaux, quelles sont les améliorations possibles, voilà, et comment prioriser, quelles aides sont mobilisables, etc., etc. L'idée, c'est que qu'on vous fasse un conseil personnalisé qui vous corresponde, pas un conseil qu'on trouve dans un catalogue. Voilà, j'ai rapidement fait la présentation de notre service. Vous retrouvez le numéro à la fin de cette présentation pour nous contacter si vous en avez besoin. Évidemment, on peut vous conseiller aussi sur le chauffage au bois, et ça va être plus particulièrement le sujet du jour, euh, avec du coup le bois énergie, en particulier le granulé. Et avant que je laisse la parole à Eric, je vais juste vous faire une introduction sur ce que c'est que le bois énergie. Le bois énergie, bah, c'est simplement le bois qu'on utilise en tant qu'énergie et principalement pour se chauffer. Et en France, Ouais, ça marche plus. c'est la Vous première entendez énergie les autres? renouvelable. Ah, De toutes les énergies renouvelables est largement utilisée. Il y a un problème, Ah, il y a un problème de connexion, je alors, crois. est-ce que tout le monde entend bien? Non, non, par moment. Oui, il y a Non, des moments. ça coupe pas mal, hein. Ouais. J'ai désactivé ma caméra. Est-ce que c'est mieux maintenant? Pour l'instant, oui. Ah, mais c'était le son, surtout. On Oui, va mais du voir coup, dans. le fait de désactiver la caméra, ça laisse de la bande passante pour le son. Ah, Euh, je vais reprendre rapidement sur le bois énergie, l'introduction sur le bois énergie, et puis je laisserai la parole à Eric. Euh, Si c'est OK, faites-moi signe, n'hésitez pas effectivement à prendre la parole s'il y a un problème de son de nouveau. Merci. Du coup, le bois énergie, je disais, c'est la première énergie renouvelable du mix énergétique français. Elle est utilisée depuis des siècles pour se chauffer principalement, et ça reste une alternative sérieuse et viable, hein, au tout électrique qu'on nous promet actuellement, notamment à travers la promotion des pompes à chaleur. Voilà. Alors cette énergie, elle est loin d'être désuète, hein, et elle se présente sous différentes formes: le bois bûche, le bois plaquette ou bois déchiqueté, ou le granulé, pour les principales formes de bois qu'on utilise en tant que bois énergie. Alors le granulé, lui, la particularité, c'est que c'est une forme de bois qui s'est démocratisée plus récemment, hein, dans nos foyers. Et ce soir, bah, du coup, on vous propose de tout comprendre sur le granulé bois avant que le froid de l'hiver ne s'installe définitivement. Et dans le cadre de ce webinaire, donc, on accueille Eric Vial, euh, qui va nous expliquer, qui est délégué général, pardon, de Propelais, et à qui je vais laisser la parole. Bonsoir Eric, merci à tous pour votre attention. Et encore une fois, moi je vous suis dans le fil de discussion. bonsoir, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir pour cette intervention. Je partage mon écran. Normalement, ça doit être bon. Dites-moi si vous voyez bien tout. Hop. Est-ce qu'on est bon? Vous voyez l'écran? oui. OK. Oui, 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 très bien. Vous On voit m'entendez très bien? bien. C'est très bien. Bah, super. Donc, merci à vous. Donc, tout d'abord, juste présenter rapidement qui est Propelais. Donc,
On est l'association qui fédère la filière du chauffage à granulés de bois. On a un certain nombre de missions qui sont propres à toute fédération, hein, c'est-à-dire de structurer, animer, regrouper les gens, faire qu'ils parlent ensemble, qu'ils échangent, qu'on puisse avancer de manière sereine et dans la qualité. Rôle observateur économique, vous en verrez quelques chiffres là, c'est-à-dire on récupère, on prend des informations, on suit des informations sur certains sujets, production, consommation, vente d'appareils, prix et ainsi de suite. Et donc ça fait partie de nos rôles importants. On a aussi un rôle d'amélioration de la qualité, hein, donc on fait la promotion des certifications et de la qualité en général, quel que soit le type de métiers qui sont propres à la filière granulée. Et on forme et on communique. Donc, communique, ça fait un peu partie de ce qu'on fait ce soir, là, mais il y en a d'autres activités, notamment, on a lancé une campagne de com au 1er août. Là, c'est la première fois qu'on faisait ça. Donc, on communique de manière générale. En priorité, au départ, c'était essentiellement pour les professionnels. Et depuis quelques temps, maintenant aussi pour les particuliers. Et par contre, juste un petit point sur ce qu'on n'est pas. On n'est pas un acteur économique de la filière. On nous a un peu confondu avec ça l'année dernière. Mais non, on n'est pas du tout acteur économique. On est une association et on n'existe que par nos adhérents. Donc, c'est nos adhérents qui qui sont les acteurs économiques, mais nous, on n'en est pas un. Et on n'est pas non plus un régulateur du marché. Ça, c'est complètement et formellement interdit, puisque sinon, on rentre dans les logiques de concurrence et de loi de la concurrence, réglementation de la concurrence. Donc, c'est vraiment pas notre rôle. Nous, on est là pour, en gros, j'allais dire, compter les points, hein, c'est-à-dire expliquer, regarder ce qui se passe et commenter et faire ce qu'on peut de mieux pour que tout se développe dans les meilleures conditions possibles. On a... Pourquoi j'arrive plus à avancer? Hop, attendez, bougez pas. Non. Mon diapo est bloqué. Voilà. On a plus de 200 membres qui sont évidemment dans l'ensemble des métiers de la filière. Ça va des producteurs de granulés de bois, même au plus large, ça va des fabricants d'usines de granulés jusqu'aux ramoneurs, en passant par tous les métiers importants de la filière, producteurs de granulés, distributeurs, fabricants d'appareils, les installateurs, les distributeurs d'appareils et tout ce qui va autour, les bureaux d'études, les services d'après-vente et ainsi de suite. Est-ce que tu peux baisser la barre d'outils, s'il te plaît? Enfin, pas d'outils, mais les icônes qui sont en bas. Moi, je ne peux pas les baisser. Ça me cache une partie du... Tu y arrives ou pas, Olivier? Pas de mon côté, c'est forcément... Ah, zut. Bon, bah tant pis, je vais faire avec. Tout à l'heure, ça l'avait bien fait, c'était bon. Je ne sais pas pourquoi. Alors, en plein écran peut-être. Ouais. Bon, alors je continue, on va voir. Donc là, je vais vous faire une présentation en gros avec 4 parties. Une partie production-distribution, une partie consommation, un retour sur le choix, le côté écologique et économique du granulé et un petit retour sur l'année dernière. Et puis un sujet sur les vrais faux. Le vrai faux, on l'a appelé, nous, de la relation forêt-granulé de bois, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui sont souvent erronées sur ce sujet-là, et ça nous a paru important de revenir dessus aussi. Voilà, donc en introduction sur la production, d'abord, déjà, qu'est-ce que c'est que le granulé de bois? Qu'on parle bien de la même chose. Donc, le granulé de bois, c'est ce que vous connaissez, c'est ce petit cylindre de quelques millimètres de long et de quelques millimètres de diamètre, hein, qui est toujours sec. Si c'est moins de 10% d'humidité, s'il est à plus, c'est plus un granulé, ça revient de la sueur. C'est 100% du bois, et j'insiste lourdement là-dessus, il ne peut pas y avoir autre chose que du bois dans du granulé. Sauf une petite exception, très rarement en France, voire pas du tout, des additifs de type amidon de maïs pour aider à la cohésion du granulé. Mais à ma connaissance, en France, personne n'en utilise parce que c'est beaucoup trop coûteux et puis qu'il n'y en a pas besoin. On trouve d'autres solutions pour ça, des solutions techniques. Donc voilà, c'est 100% du bois. Et j'insiste lourdement sur 2 points. C'est n'importe quelle essence de bois, que ce soit du feuillu ou du résineux, c'est le même combat. Donc ça, c'est un point important. Ça va à l'encontre de certaines idées reçues. Qu'on soit avec du granulé résineux ou feuillu, c'est la même chose au final pour vous. Pour le client final, il n'y a pas de différence en combustion et en utilisation. Et puis, je précise une chose, c'est qu'on est bien sur du bois et pas des agropellets. Les agropellets, c'est un produit qui a ses qualités, qui est très bien aussi, mais ce n'est pas des produits qu'on va brûler dans un appareil standard que vous avez vous chez vous ou que vous allez acheter en tant que particulier.
un agropellet, ça se brûle dans des chaufferies spécifiques dédiées pour ça. Aujourd'hui, il y a un gros consommateur qui vient juste de commencer à La Défense, à Paris, sur des volumes importants pour le réseau de chaleur. Mais c'est des installations spécifiques. Donc, quand vous voyez sur les réseaux sociaux tous ces apprentis sorciers qui vous proposent de faire du granulé de marque café, de je ne sais quoi, de pelouse ou tout ce qu'on veut, il faut oublier. Il faut oublier, sinon vous aurez de gros problèmes. Déjà, vous aurez des problèmes pour en trouver, parce que soi-disant, il y en a de partout, mais il n'y en a pas. Et puis surtout, ça ne fonctionnera pas dans vos appareils. Voilà. Et tout ça, c'est contrôlé par des certifications. Donc aujourd'hui, quand vous cherchez à avoir du granulé, ce n'est pas la peine de savoir quel est le taux d'humidité, quel est le taux de sang, tous ces bazars-là. L'important, c'est que ça soit certifié. À partir du moment où c'est certifié, vous avez la garantie que vous avez un produit qui répond aux exigences qui sont importantes pour que ça brûle bien, qui répond ou qui est censé répondre. Parce qu'il faut reconnaître, on est comme dans toute industrie, il peut y avoir des défauts. Donc, s'il y a un défaut, il ne faut pas hésiter à faire une réclamation, soit au fournisseur, soit à la certification qui garantit la qualité du granulé, soit aux deux. Et le sujet sera traité par les structures concernées. Mais en tous les cas, on est avec un granulé certifié, on a la garantie que les points importants du granulé sont traités et il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres choses qui sont inclus dans ces certifications. Un point sur la ressource, c'est un point ultra important. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le granulé il est produit à partir essentiellement à plus de 95% à partir de des sous-produits de la première et de la deuxième transformation du bois, c'est-à-dire le sciage, le rabotage pour l'essentiel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un tronc d'arbre, c'est-à-dire une grume, on appelle ça une grume quand elle est branchée, quand elle arrive dans une scierie, il y en a la moitié qui va servir à faire le bois d'œuvre, les planches, les poutres, ainsi de suite. Et l'autre moitié, c'est du déchet, c'est-à-dire les traits de scie, les arrondis et les coupes et toutes ces choses-là. C'est ces produits-là qui vont finir notamment en granulé. Ça peut servir à faire autre chose, du panneau, du papier, les copeaux peuvent partir directement en chaufferie et la grosse partie fait du granulé. Ça, c'est plus de 95% de la matière première du granulé. L'autre matière première, c'est du tronc d'arbre. Et c'est des troncs d'arbre qui sont issus en fait de coupes d'éclaircies ou coupes sanitaires. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une coupe d'éclaircie? Vous êtes propriétaire forestier, vous avez des bois, vous avez des arbres. Dans ces arbres, il y en a qui sont jolis et qui vont faire du beau bois d'œuvre et que vous allez pouvoir valoriser dans 20, 30, 50, 60, 70 ans. Et puis, il y a des troncs d'arbres ou des arbres qui sont moins jolis, qui ne vont rien donner. Et ceux-ci, il faut les enlever. Et donc, c'est ce qu'on appelle une éclaircie. Donc, ça se fait 2, 3, 4, 5 fois dans la vie d'une forêt. On enlève ces arbres pour laisser pousser les bons éléments. Et ces bois qu'on enlève, et ben, encore une fois, ça fait à faire du papier, du panneau, du bois énergie tout court ou du granulé. Et les coupes sanitaires, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu que ça soit juste quelques arbres qu'on enlève, c'est quand on enlève complètement une forêt parce qu'on fait une coupe complète parce qu'elle est attaquée par un nuisible de type le scolite ou des maladies diverses et variées. Et il faut absolument enlever les arbres avant qu'ils soient pourris ou qu'ils soient vraiment plus utilisables. Et dans ces cas-là, on coupe et puis une partie va quand même pouvoir faire du bois d'œuvre et une autre partie va faire du bois énergie et en particulier du granulé. Donc, tout ça pour dire que 100% de la matière première du granulé provient de coproduits de l'industrie du bois. C'est-à-dire que l'objet de la coupe d'un arbre, ce n'est jamais de faire du bois énergie, en particulier du granulé. Contrairement à ce qu'on peut dire, on entend souvent on rase des forêts pour faire du granulé. Ce n'est pas vrai. Le granulé, c'est encore une fois à 95% environ, en tout cas à plus de 90%, déconnexe de la transformation du bois et pour une partie beaucoup, beaucoup plus inférieure, beaucoup plus faible, des connexes de l'exploitation forestière. Une vue un peu de la présence des usines en France. Donc, vous avez sur cette carte l'essentiel des usines, hein, il y en a environ 70 en fonction de leur taille. Bon, vous voyez qu'Auvergne-Rhône-Alpes, on est bien fourni en usines. Ce qu'il faut bien comprendre aussi là, c'est que vous avez en gros 3 types de producteurs. C'est un point important parce que ça vous permet aussi de comprendre un peu certaines différences qu'il peut y avoir dans les offres commerciales que vous trouvez sur le marché. Vous avez les scieurs qui représentent à peu près 55% du volume produit. Ces scieurs, eux, ils n'ont pas l'outil de production à la base, ils ont acheté des presses pour faire le granulé, mais ils ont la sciure. À côté de ça, vous avez les coopératives agricoles qui font moins de 10% du volume total. Les coopératives agricoles, elles avaient l'outil de production, c'est-à-dire les presses et les machines pour faire le granulé, parce qu'elles font déjà du granulé pour l'aliment bétail, de différents types de matières premières, mais du granulé. Et eux, ils doivent acheter la sciure. Et puis, vous avez le troisième typologie, c'est les indépendants. C'est des gens qui n'ont à la base ni l'usine,
ni la matière première. Donc, ils créent l'usine et ils achètent la matière première. Et ça représente 35% à peu près des volumes produits. Là, vous avez sur la région, vous avez par exemple Alpin-Pellet, vous avez Verdisi. C'est des usines qui sont dans ce cadre-là. Juste un petit éclairage sur ce qui arrive. Comme en 2022, on a à peu près sur les années à venir, à peu près 3 à 4 usines qui arrivent chaque année pour entre 200 et 300 000 tonnes de capacité de production en plus. Et ça jusqu'à à peu près 2028-2030. Après, au-delà, on n'est pas à la meilleure main non plus, donc c'est un peu compliqué de prévoir. Mais voilà, en gros, c'est ce qui arrive. Et ça, on le verra après, c'est régulier depuis plusieurs, pas régulier depuis plusieurs années, mais c'est régulier depuis quelques temps. La distribution, je ne vais pas trop m'étendre dessus, je pense que c'est à peu près connu pour vous. Hein. On a des réseaux de distribution très variés parce qu'on a des produits qui ne sont pas non plus les mêmes. Donc, quand on est en sac, qui représente les 80% du marché, grosso modo, un peu plus, on est avec des distributeurs qui sont soit des spécialistes des combustibles, que ce soit bois ou fuel, par exemple, soit des négociants, soit de la grande distribution pour l'essentiel. Et donc, avec des camions qui livrent des palettes. Hein. Donc, soit vous allez chercher le sac chez votre distributeur, soit on vous livre la palette chez vous. Et puis, la distribution en vrac, avec plus de 200 camions maintenant sur la France. Et là, on est sur du soufflage, c'est-à-dire que c'est un camion citerne, pour faire simple, qui va, avec de la pression, souffler le granulé dans le silo du client. Vous avez un lien YouTube avec une vidéo qui montre le soufflage justement du granulé. Maintenant, consommation de granulés. Qui consomme le granulé en France? En France et on va dire en Europe en général. Enfin, non, en France. Excuse-moi, Eric, excuse-moi. Ouais. Alors, j'avais pas moi de questions dans le fil de discussion sur cette première partie. Est-ce qu'on a déjà quelques premières questions? Alors, moi, si ça ne te gêne pas, je préférais finir jusqu'au bout parce qu'il y a peut-être des sujets que je vais traiter dans la suite. Ok, très bien. On les a, les questions, on les Pas de prendra souci. et je Ouais, traiterai pas de toutes souci. les questions sans N'hésitez pas en exception. tout cas dans le fil de discussion. Voilà, je les note. Ok, merci beaucoup. Attends, voilà. Eh ben voilà, j'y arrive. Donc, la consommation de granulés, c'est exclusivement pour la production de chaleur en France. On parle de production de chaleur, c'est-à-dire ce que vous avez chez vous, un poêle ou une chaudière. On parle de ça parce qu'il y a du granulé qui est utilisé aussi pour faire de l'électricité. C'est-à-dire que le granulé est brûlé, c'est une énergie comme le nucléaire, comme l'atome, ou comme le charbon ou le gaz, pour fabriquer de l'électricité. Ça fait tourner des turbines qui vont faire de l'électricité. En France, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas prévu d'être le cas dans un avenir proche ou lointain, au premier abord. C'est pour le marché du domestique, hein, poêles et chaudières, et dans le neuf et la rénovation, et c'est aussi dans le marché du collectif. Il y a plus de 2500 chaufferies en France qui chauffent avec du granulé. Donc, on parle de chaufferie quand on est au-dessus de 70 kW, sachant que chez un particulier, un poêle, c'est aux alentours de 4-5 kW, et une chaudière, c'est aux alentours de 15 kW, 12 à 15, voire 20 kW. Donc, c'est majoritairement, même en industriel, des puissances petites, 300 kW. Il y a quelques exceptions, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. On a par exemple Avoria avec 2 MW. Et puis, vous avez notamment Confluence aussi à Lyon avec 1,5 MW. Bon, il y a d'autres structures aussi qui ont du granulé. Pour des raisons techniques, le granulé est choisi. Je ne m'étendrai pas là-dessus. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Je ne vais toujours pas avancer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. La consommation, donc ça vient de la vente d'appareils. Donc là, vous avez une évolution des ventes d'appareils, donc avec en vert les ventes d'appareils indépendants et en rouge les chaudières. Alors quand on parle d'appareils indépendants, c'est-à-dire c'est essentiellement des poêles, c'est-à-dire c'est des appareils qui ne sont pas reliés à un réseau hydraulique. La chaudière, elle est reliée à un réseau hydraulique qui peut faire à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc on a une très forte évolution depuis 2010-2009 des ventes de poêles, avec des fluctuations en fonction de la conjoncture, des évolutions des aides et ainsi de suite. Évidemment, 2020 avec la chute liée aux magasins fermés pour cause de Covid. Mais voilà, on a eu une très forte croissance. Sur les chaudières, on était resté à tone ou très faible pendant pas mal d'années. Et en 2018, avec l'annonce de la fin du crédit d'impôt de transition énergétique pour les chaudières fuel et l'annonce tout court de la fin des chaudières fuel à partir de 2022,
on a vraiment un démarrage fort des ventes de chaudières. Donc, je vous ai mis les chiffres à côté. Ça vous donne une idée de 110 000 poêles vendus l'année dernière, 41 000 chaudières aussi, avec des croissances importantes. Ça nous amène à un parc installé de 1,7 million d'appareils. Donc, ça veut dire qu'1,7 million de foyers se chauffent avec du granulé. Je vous ai mis en bas l'équivalent sur les autres énergies. Alors, attention, je précise bien, c'est l'équivalent en maison individuelle. Hein. Les appartements en ville avec du gaz ne sont pas comptés là-dedans parce que ce n'est pas des marchés potentiels pour le granulé. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. Donc là, on voit qu'on on compte, comment on commence à compter sur le granulé. Et puis, on voit aussi nos marchés cibles. Alors, le gaz, ce n'est pas un marché cible parce que le gaz a un prix qui est quand même relativement compétitif, même s'il y a quand même eu des hausses significatives ces derniers mois. Mais c'est le marché du granulé, c'est l'électricité, c'est-à-dire les chauffages directs, c'est-à-dire ce qu'on dit vulgairement les grille-pains électriques, donc sans pompe à chaleur. Je parle bien d'électrique direct. Donc, c'est 5,5 millions de foyers qui se chauffent en maison individuelle avec de l'électrique. Donc, ça, c'est pour un poêle à granulés. Et puis, les 3,6 millions de foyers qui se chauffent encore avec une chaudière fuel et pour lesquels le changement peut passer par, et devrait idéalement passer par une chaudière granulée. Ce qui nous amène à ce graphique qui montre l'évolution de la production, de la consommation, de l'import et de l'export dans le temps. Donc, déjà, pour traiter un point, on a un import et un export qui ont évolué différemment au fur et à mesure des années. Et on voit à partir de 2016 une part d'import qui dépasse l'export et ça va en s'agrandissant dans le temps. La raison, elle est simple. C'est que les usines françaises, il n'y avait plus pendant plusieurs années de nouvelles usines françaises par manque de rentabilité. Donc, très clairement, c'était plus intéressant d'investir dans une usine de granulés. Donc, pendant des années, à partir de 2015-2016, il n'y avait plus de nouvelles usines ou pas en proportion de la croissance du marché. Et c'est pour ça qu'on voit à partir de 2017 que la consommation dépasse la production et significativement sur les 2 dernières années. Alors, sur les 2 dernières années, c'est une exception au sens où on voit notamment en 2021 l'écart qui est énorme entre la production et la consommation. Ce n'est pas un écart réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un besoin en granulés qui de ce niveau-là. Il y a juste eu une panique en 2021 avec la première crise énergétique qui a fait que beaucoup de gens se sont rués sur le granulé plus que ce qu'ils avaient besoin. Ou plus qu'ils allaient en utiliser, parce que quand on a un poêle à granulés, notamment, on a aussi une autre énergie en général. Donc, c'est ce qui explique cet écart-là. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'évolution de la réglementation, notamment vis-à-vis des chaudières fuel, a fait que dès 2018, des nouveaux projets se sont lancés et on recueille les fruits en 2022, déjà un petit peu en 2021, mais surtout en 2022 et les années qui arrivent, au sens où les projets qui ont été lancés en 2018-2019, ils sortent en 2022, 2023 et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on décide de faire une usine de granulés, il faut en gros 3 ans de gestation. Entre le moment où on a décidé et le moment où il y a les premiers kilos qui sortent, c'est 3 ans. Voire plus. Pendant la période Covid, c'était plus pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons évidemment de complexité à produire, à construire dans une période de crise sanitaire. Voilà, donc on a cette évolution-là. On a un import qui est bon an, mal an, toujours de 15 à 16% de la consommation. L'année dernière, il était un peu plus pour des raisons qu'on évoquera tout à l'heure. Mais grosso modo, c'est toujours là-dessus. Donc, on est sur un marché qui est globalement en autosuffisance et l'import-export, c'est une variable d'ajustement pour les périodes de faible demande ou pour les périodes de forte demande, suivant dans le sens ou dans un autre. Voilà. Le granulé chaud d'écologie et de l'économie, donc déjà sur la partie écologique, les émissions de particules fines, on en entend beaucoup parler, ça va revenir, vous allez voir les marronniers dans la presse à la fin d'année et début d'année prochaine, comme chaque année, on nous traite de tous les noms, de pollueurs, de tout ce qu'on veut. Ok, c'est vrai pour les anciens appareils, une cheminée ouverte, c'est un rendement pourri de 10%.
et ça pollue un maximum parce qu'il n'y a aucun contrôle de rien, ni des volumes de bois, ni des quantités d'air qu'on amène, ni rien du tout. Donc, c'est normal, entre guillemets. Donc, on a des très fortes émissions de particules. Sur les appareils standards, c'est-à-dire, on va dire, des appareils, des poêles à bûches anciens, on émet encore beaucoup, puisqu'à l'époque, il n'y avait absolument pas d'attention particulière à ce sujet-là. Donc, il n'y avait pas de double combustion, de triple combustion et de choses comme ça. Sur les poêles récents, ça n'a rien à voir. Sur les poêles à bûches, ça a chuté de manière phénoménale, les émissions. Et sur les appareils granulés, ils sont un petit peu meilleurs que les appareils à bûches modernes pour des raisons d'automatisme, de régularité et d'homogénéité du combustible et ainsi de suite, ce qui fait qu'on a des performances très, très bonnes. Donc là c'est un graphique pour les PM10, puisque c'est les particules. Alors, PM, c'est particules matter, c'est en anglais, c'est les particules fines de 10 microns. Sur les particules de 10 microns, c'est ce qui est suivi réglementairement. Et quelle que soit la taille des particules, des particules de 5 microns, de 2,5, de 1, voire de moins, à partir du moment où on a une combustion qui est bonne, donc un appareil à bûche de bonne conception ou encore mieux un appareil à granulés, on réduit très fortement les émissions de particules, d'où les actions avec les plans de protection de l'atmosphère que l'on voit, qu'on a vu le premier, c'était dans la vallée de l'Arve, et qu'on a un peu partout maintenant en France, pour remplacer les anciens appareils polluants par des nouveaux appareils qui polluent plus ou peu. Concrètement, en exagérant à peine, si tous les appareils au bois étaient du niveau des appareils à granulés sur le marché français, on n'entendrait absolument pas parler de problèmes d'émissions de particules et donc de pollution de l'air à cause du bois énergie. Donc ça, c'est un point qui est important à avoir en tête, même si on entend beaucoup de gens qui disent le contraire. Mais voilà, c'est comme ça, on va pas créer une réalité pour eux. D'un autre côté, vous avez le côté écologique aussi par les gaz à effet de serre, donc les émissions de carbone. Vous avez sur ce petit graphique les émissions de carbone des différentes énergies. Je pense que sur le gaz et le fioul, vous étiez au courant. Ce qui est intéressant, c'est quand même l'électricité. L'électricité, on dit c'est propre, c'est propre, c'est propre, oui. Sauf que quand on en a besoin pour se chauffer, c'est en hiver. Et c'est le moment où on fait tourner les centrales thermiques françaises, les deux qui nous restent, ou les centrales thermiques. On achète de l'électricité en Allemagne qui tourne au charbon. D'où ces émissions très élevées en termes de gaz à effet de serre. Le granulé est à 26, donc c'est très faible. En gros, c'est les émissions liées à la production du granulé en lui-même. Ce que j'évoquais tout à l'heure, les énergies fossiles. Alors, quand on dit il ne faut plus installer de chaudière à fioul, c'est interdit, ce n'est pas tout à fait ça. Ce qui est interdit, c'est les énergies fossiles, donc depuis juillet 2022, qui émettent plus de 200 grammes de carbone, de CO2 par kilowattheure. Alors, j'ai mis c'est un peu technique, mais j'ai mis 300 en comptant la CV complète. La CV, c'est l'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire que quand on compte l'ensemble du cycle de vie, de ce que entraîne comme émission de gaz à effet de serre une énergie, et en particulier le fuel ou une énergie fossile, c'est 300. Pour info, vous voyez, le gaz, il est légèrement en dessous. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler il y avait une volonté du gouvernement d'éliminer les chaudières gaz. Puisqu'on est à 274 avec du propane et 234 avec du gaz de ville. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une vraie bataille pour essayer de diminuer ces émissions, ces énergies, pour ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Le choix de l'économie, alors je sais que certains vont me dire que ce n'était pas évident l'année dernière. Je vais vous dire, un peu provocateur, c'était peut-être pas évident, mais ça l'était. Donc, on voit par rapport à ce graphique l'évolution du prix moyen en France sur tous les trimestres depuis 2013. Donc, en orange clair, c'est le sac de granulés, et en orange sombre, c'est le vrac, le granulé en vrac. En bleu clair, c'est le gaz. Donc, le gaz, il était moins cher que le granulé l'année dernière. La raison est simple, hein, c'est qu'il y a un bouclier tarifaire. Sans bouclier tarifaire, le gaz, il aurait été bien plus haut que ça. Et en tout cas, il aurait été largement plus haut que le granulé.
En noir, vous avez le fuel. Donc, l'année dernière, le fuel a ponctuellement été au même niveau que le granulé, mais sinon, il a toujours été plus cher. En bleu marine ou bleu sombre, vous avez le propane. Le propane, il a toujours été bien plus cher que le granulé. Et je parle l'élec parce que c'est obligé, hein, puisque c'est quand même, on l'a vu tout à l'heure, un des points, une des énergies concurrentes directes du granulé. L'électricité a toujours été, même l'année dernière, bien plus chère que le granulé. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça va pas, ça ne peut pas être autrement. Je veux dire, aujourd'hui, on sait que l'électricité va monter, et là, à 22,62, comme on le montre ici, on a là aussi un bouclier tarifaire. S'il n'y avait pas le bouclier tarifaire, on serait entre 35 et 40. Donc, le granulé, sans bouclier, sans aide quelconque sur son prix, il a toujours été compétitif l'an dernier, il a toujours été compétitif dans le passé, et il est redevenu avec les baisses de prix qu'on a connues depuis le début d'année cette année. Donc, ça peut paraître surprenant par rapport à ce que certains ont pu entendre et autres, mais il ne faut pas écouter ce qu'on dit, il faut regarder ce qui est. Et ça, c'est primordial parce que dans la panique de l'an dernier, on a des gens qui ont dit moi, je remets en marche mon chauffage électrique parce que mon poêle à granulés me coûte trop cher. Oui, prenez à compter, puis on en reparle. Voilà. Donc, j'insiste lourdement là-dessus. Je pense que ça va faire réagir, mais il faut bien en être conscient. Et pour illustrer ce propos, deux exemples. Le premier, une maison individuelle d'une taille d'environ 90 mètres carrés qui a un besoin d'énergie de l'ordre de 5000 kWh par an, en gros une tonne de granulés pour faire court. Et ben, vous avez les différents coûts en fonction des énergies. Alors, je n'ai pas pris des énergies qui ne sont pas concurrentes du poêle à granulés, j'ai pris des énergies directement concurrentes, c'est-à-dire l'électricité en direct. Donc, à gauche, en extrême gauche, vous avez l'électricité hors bouclier tarifaire. Alors, c'est même plus la peine d'en parler. Vous voyez bien le coût annuel pour un foyer qui se chauffe avec ça dans une maison de 90 mètres carrés. L'électricité tout court avec le bouclier tarifaire aussi. La pompe à chaleur RR sans le bouclier tarifaire. La pompe à chaleur avec le bouclier tarifaire et le granulé avec différents prix de granulé à la tonne. Donc, le plus sombre, c'est du granulé à 600 €, c'est ce qu'on a connu en fin de l'année dernière, voire début de cette année. Et puis maintenant, on est plutôt aux alentours de... Alors, suivant les cas, nous, dans l'Est, on est dans l'Est de la France, on est plus aux alentours de 400, 450, le grand maximum, en théorie. Et même, on peut être moins cher à certains endroits. Donc, on est toujours compétitif par rapport même à la pompe à chaleur dans le cadre d'une pompe à chaleur RR qui utilise de l'électricité avec un bouclier tarifaire. Je rappelle quand même au passage, sans vouloir critiquer la pompe à chaleur, que la pompe à chaleur, c'est un chauffage électrique. Très performant, mais c'est un chauffage électrique. Hein, et il ne faut pas l'oublier. Le chauffage, le cas suivant, c'est le cas d'une chaudière dans une maison de 150 mètres carrés. Donc là, on a mis les énergies concurrentes d'une chaudière à granulés, donc le fuel, le gaz propane, et puis les pompes à chaleur RO avec ou sans bouclier tarifaire. Là, vous allez me dire, avec bouclier tarifaire, sans bouclier tarifaire, on s'en fout puisque ce n'est pas le cas. Oui, on s'en fout, sauf qu'il faut bien en être conscient quand même que le bouclier tarifaire ne va pas durer une éternité et que ça donne quand même une bonne image de ce que va coûter l'électricité dans peu de temps ou qu'elle va atteindre progressivement. Et là, pareil, on a, en fonction du coût du granulé, on se retrouve avec une compétitivité plus ou moins bonne, mais globalement, on est bien compétitif par rapport au fuel systématiquement, par rapport au propane, un peu moins si on est sur du prix du granulé un peu cher. Et puis par rapport à la pompe à chaleur, on est compétitif avec un granulé qui est à moins de 500 €. Voilà. Ça reste une analyse qui peut être discutée, mais c'est des valeurs qui sont reprises par rapport à l'ensemble de ce qu'on voit sur le marché. Voilà. Je vais accélérer un peu parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Alors, un petit retour sur l'année dernière. Une explication simple et nette de l'année dernière. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Le vrai problème, c'est une panique de la demande. Le vrai problème, c'est 50% des ménages qui ont acheté en avance. En gros, un trimestre, voire 6 mois en avance. Et c'est 19% des gens qui ont acheté le double de ce qu'ils avaient acheté les années précédentes. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une demande de plus de 100% à plus 600%. Donc,
Ce n'est pas une critique des gens qui ont fait ça. C'est simplement qu'on était dans une situation de panique et on sait bien que quand c'est comme ça, on l'a vu dans d'autres produits et on a entendu parler pendant des mois, pendant plusieurs années, là, c'est comme ça. Bon, c'est un fait et puis on l'a pris dans la figure. Donc, quand vous êtes sur un marché qui approvisionne de manière régulière et linéaire 200-250 000 tonnes par mois, et ben, si vous avez la moitié du marché qui arrive plus tôt que d'habitude ou qui demande le double de ce qu'il a besoin d'habitude, évidemment, ça ne peut pas passer. Et donc, les fournisseurs, ils disent stop, on ne peut plus. Et donc, c'est ce qui a créé cette sensation de pénurie. Alors, on peut parler de pénurie, de sensation de pénurie, on ne va pas se batailler sur les mots. Le fait, il est là, c'est que vous avez une demande qui était déconnectée du besoin et qui était complètement déconnectée de ce que la filière pouvait offrir. Sauf que la filière, elle offrait en fonction du besoin. Puisque la filière, on l'a vu, on a les chiffres, on suit l'évolution des ventes d'appareils et on sait à l'avance à peu près ce qui va se vendre, ou on le sait en même temps. Donc, les usines, elles se développent et elles produisent en fonction de ça. Donc, voilà. Et le fait qui est tranchant et qui n'est pas discutable, pour expliquer que cette pénurie, cette sensation de pénurie, c'était une situation de panique et qui est artificielle, c'est que à la fin de l'année, on a compté les points et on a 100 000 tonnes de consommation en plus sur 2022 et on avait 250 000 tonnes de plus de production. Donc ça passait largement. Alors vous allez me dire, oui, il y a eu un hiver qui n'a pas été chaud, qui n'a pas été froid, ok, j'entends. Oui, il y a eu des gens qui ont moins consommé parce que le granulé était tellement cher, ok, j'entends, mais ça ne fait pas un écart de 150 000 tonnes. Donc le phénomène, il est là. Après, tout ce qui s'est suivi, s'en est suivi derrière, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais après, quand il y a panique et on ne maîtrise plus rien. Donc après, il y a des gens qui abusent, il y a des gens qui n'abusent pas, il y a des gens qui... Voilà. Et ça a fait ce que ça a fait, et d'où des prix exorbitants. Alors, le fait que les prix étaient exorbitants, c'est effectivement parce que il y a peut-être des gens qui ont abusé, en distribution notamment, mais on ne va pas donner de nom parce qu'il y en a, on ne sait pas qui, mais en tout cas, il y a sûrement eu des abus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aussi, quand en avril-mai 2022, la filière s'est réunie avec Propolis, et nous qui avons initié cette réunion, et qu'à la sortie de la réunion, tout le monde a dit attention, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui manquent de granulés à la fin de l'année, et ben, l'action a été nette, c'est qu'on est allé chercher du granulé à l'étranger, et à l'étranger, le granulé était déjà 20, 30, 40, 50% plus cher qu'en France. Donc, on a acheté du granulé très cher pour être sûr que tout le monde ait du granulé à la fin de l'année, parce il faut se mettre à notre place, au milieu d'année avec cette panique-là, on ne savait plus du tout où on habitait. On ne savait plus s'il allait avoir assez de granulés pour finir l'année ou pas, malgré que tous les voyants étaient corrects sur ce sujet-là. Donc, on est allé chercher du granulé. Toi, je dis, les acteurs de la filière sont allés chercher du granulé à l'étranger à des prix très chers, et c'est ce qui fait que les prix sont montés très haut. Voilà. C'est l'explication voilà, c'est concret, c'est clair, c'est simple. Et puis, malgré tout ça, le granulé, il a toujours apporté beaucoup de satisfaction à ceux qui l'utilisaient. C'est les chiffres que vous voyez là le montrent. On a toujours 79% des gens qui sont satisfaits et qui recommandent le granulé. Alors, ils l'ont peut-être recommandé un peu moins ces derniers mois, mais ils en étaient satisfaits. Et on a même des valeurs à 87% pour les critères d'utilisation, de facilité d'utilisation. On a 84% pour l'esthétique de l'appareil. L'efficacité de chauffage, on a 83%. On a 82% pour la qualité du granulé. Bon, voilà, évidemment, celui qui a pris cher en termes d'image, c'est le prix. Le coût de revient, on est tout juste à 52%, mais c'est conjoncturel, c'était l'année dernière. Voilà. Cette enquête, elle a été faite en janvier 2023 et elle a été reproduite en juillet 2023 avec des résultats similaires, avec une légère amélioration des résultats. Mais c'est pas ça, c'est les résultats de janvier 2023. Donc, après la crise, au pire moment de l'image du granulé. Voilà. Maintenant, ma dernière partie, donc je vais être à peu près dans les clous, le vrai-faux. Donc, j'ai mis le lien parce qu'il est accessible sur notre Drive. C'est pour répondre à un certain nombre de sujets, de questions qu'on peut se poser sur la relation ou sur la situation de la forêt en relation avec le granulé. On a des arguments, on nous dit la forêt est en danger, il faut arrêter de couper des arbres, machin bidule. OK. Le petit graphique à côté vous montre en vert l'accroissement de la forêt. Tout ce qui est en vert, c'est l'accroissement de la forêt.
En vert et rayé blanc, c'est le prélèvement annuel de ce que l'homme prend et de ce qui est pris sur la forêt. Donc la forêt, sur cette base-là, elle n'est pas en danger. On a une forêt qui augmente, elle a doublé depuis 200 ans, on a vraiment une forêt qui se développe, et ça continue, puisque, comme on le voit, on ne prélève que, peut-être un petit peu plus maintenant, peut-être 55-60% de l'accroissement naturel de la forêt. Alors, elle est quand même en danger sur un sujet que vous entendez beaucoup dans les médias, c'est le dérèglement climatique. Mais là, si l'homme n'intervient pas, ça va être encore pire. Donc, l'argument « la forêt est en danger, il faut arrêter de couper », c'est un argument qui ne tient pas. Un autre argument qu'on entend souvent, un contre-argument, le granulé n'est pas local car on en importe. Bon, je pense que je vous ai fait la démonstration que l'import, c'était quand même une minorité et c'était une variable d'ajustement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On en importe effectivement. Petite précision au passage, certains se font les gorges chaudes d'annoncer qu'on importe du granulé de l'autre bout du monde. Plus de la moitié du granulé importé qui arrive en France vient en priorité de Belgique, d'Espagne et d'Allemagne. On a à peu près 60% de l'import qui vient de ces trois pays-là. Le reste, ça vient un petit peu de Pologne et puis des pays baltes. Et puis ponctuellement, l'année dernière, il y a des choses exotiques qui sont arrivées, pas toujours bien contrôlées et pas toujours de qualité, mais c'était exceptionnel et ce n'était pas la régularité du marché. Sujet très polémique, on fait des coupes rases pour produire du granulé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le sujet de la coupe rase, même si j'en parle un petit peu ici. La coupe rase, ça fait partie d'un acte de gestion. C'est-à-dire que vous avez une forêt qui arrive à échéance, et il faut bien la couper quand elle est prête à faire du bois d'œuvre. Donc, évidemment, quand on la coupe, ce n'est pas joli. Et puis, ça se comprend. Si vous avez une forêt à côté de vous, du jour au lendemain, il n'y en a plus. Ça fait mal au cœur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que progressivement, elle va repousser et vous voyez la forêt évoluer quand elle est replantée derrière. Mais je ne suis pas pour ou contre les coupes rases, ce n'est pas le sujet. Mais il me semble que j'étais assez clair sur le début. L'objet de la coupe d'un arbre, c'est jamais de faire du granulé. Donc, une coupe rase n'est pas un sujet de granulé. Ça n'a rien à voir. C'est un sujet de gestion forestière qui ne nous concerne pas, à vrai dire. Ce qui nous concerne, c'est que le granulé est issu des connexes de la transformation du bois. Évidemment, si la coupe rase n'est pas raisonnée et pas bien, évidemment, c'est mauvais. Mais d'une manière générale, ça fait partie de la gestion d'une forêt et c'est pas dramatique. Aujourd'hui, encore une fois, la matière première, elle provient essentiellement des sous-produits du sciage et du rabotage et des coupes d'éclaircies ou sanitaires. Si tout le monde se chauffe au bois, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Bon, alors, déjà d'une part, on n'a pas pour vocation de faire que tout le monde se chauffe au bois. Aujourd'hui, le granulé, ça représente un peu plus de 10% du marché de la chaleur en France. Notre objectif, c'est plutôt d'atteindre 20 à 30%, et puisque on est encore une fois une énergie vertueuse et économique. Après, les scénarios de l'ADEME et donc de l'État, c'est de passer d'un peu moins de 8 millions de foyers se chauffant au bois à près de 12 en 2030, sans changer de consommation de bois. Et pourquoi ça ? Eh bien parce qu'on a une progression de la sobriété et une progression de l'efficacité énergétique et de la qualité des appareils. Donc, on consomme moins. Et l'exemple tout bête, et ce n'est même pas le granulé que je vais citer, c'est la bûche. Il y a encore 10 ou 15 ans, on vendait des bûches pour des poêles énormes, et des bûches, c'était du 50, du 60, des grosses sections. Maintenant, achetez un poêle à bûche, on va vous proposer des poêles qui ont des foyers optimisés pour avoir des rendements et surtout des émissions hyper limitées, et vous allez mettre des bûches de 30, 35 maximum, et des bûches qui ne sont pas grosses en section. Et bien, ça contribue à toujours chauffer, mais avec beaucoup moins de bois. Et bien, le granulé, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le granulé, lui, il arrive là-dedans, cette solution pour consommer moins. Et voilà. Et donc, on n'est pas dans une logique où tout le monde va se chauffer au bois et l'augmentation du nombre de foyers se chauffant en bois ne va pas augmenter la consommation de bois. Et j'alerte sur un point, attention au mythe du tout électrique. Le tout électrique ne fonctionnera pas. Je pense que vous en êtes conscient pour certains. On a un vrai problème et il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'électrique. Et la pompe à chaleur, encore une fois, c'est du chauffage électrique. Je rappelle quand même que même si une pompe à chaleur, elle a un rendement, elle a un COP de 3 ou 4, ça veut dire que chaque fois qu'on installe 3 ou 4 pompes à chaleur,
c'est comme si on installait un nouveau chauffage électrique direct. Donc, quand on dit qu'on va installer 1 million de pompes à chaleur en France, eh ben, ça veut dire 300 000, l'équivalent de la consommation électrique de 300 000 chauffages électriques directs. Expliquez-moi comment le réseau va suivre. Et ce n'est pas le sujet du jour. Le bilan carbone du bois énergie n'est pas neutre. Alors ça, c'est un débat pour certains. Pour nous, évidemment, non, puisqu'on considère que, comme beaucoup de gens, que le bilan carbone est neutre. Tout simplement parce que le bois qui est brûlé, il fait partie d'un cycle qui est en surface de la Terre, le cycle de la photosynthèse, qui absorbe par les arbres du carbone, qui le relargue soit en pourrissant sur place, soit en étant brûlé, soit autre chose. Alors que les énergies fossiles, c'est du carbone qui est gentiment, entre guillemets, stocké sous terre et qu'on rajoute dans l'atmosphère. Donc le point, après, on peut discuter sur la durée de renouvellement et compagnie. OK, mais le point, il est là. C'est-à-dire qu'on discute le fait que le bois énergie ne soit pas une énergie neutre en carbone, c'est très discutable, puisque à l'évidence, ça en est une, mais ça ne peut pas faire dire que le charbon, le fioul ou le gaz soient des énergies qui soient neutres en carbone, à l'évidence. Et à partir du moment où on est dans une gestion durable de la forêt, ce qui est le cas de l'immense majorité de la forêt européenne, on est dans un bilan qui est neutre. Les producteurs de granulés sont des multinationales. Alors, c'est un argument qu'on ne sait pas d'où il sort, mais c'est ahurissant. Les producteurs sont tous, sans exception, des PME. Les plus gros, c'est des scieurs, voire des gros scieurs, mais ça reste des PME, des petites PME, pas des petites, mais des PME, on va dire. Dans la distribution, il y a quelques grands groupes, dont une multinationale. Mais j'ai envie de vous dire, et alors? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que les producteurs ou que les acteurs de la filière granulée soient des multinationales? Au contraire, ça permet d'aider au développement de la filière, c'est très bien. Le granulé est un produit industriel? Bah oui, et alors? C'est pas parce que c'est pas le bûcheron du coin qui va couper des bûches dans les bois que c'est mauvais. C'est juste la garantie de la qualité et de la régularité du produit. Donc, c'est pas négatif en soi. On fait de l'électricité avec du granulé dans de grosses centrales. Alors, c'est complètement faux pour la France. Par contre, c'est vrai pour certains pays, notamment pour l'Angleterre, qui consomme 8 millions de tonnes de granulés pour faire de l'électricité, la Belgique, le Japon. Voilà, c'est ce que j'évoquais en début tout à l'heure quand je parlais des utilisations du granulé. C'est pour en France, c'est pour la chaleur, en opposition, entre guillemets, à l'utilisation pour faire de l'électricité. Là, c'est un débat, c'est un vrai débat. Faire de l'électricité avec du granulé ou avec du bois, la filière française et grosso modo la filière européenne du bois énergie n'est pas favorable, puisque c'est gaspiller du bois, puisque quand on fait de l'électricité, quelle que soit l'énergie, que ce soit de l'atome, du gaz, du fioul ou tout ce qu'on veut, le rendement n'est pas bon. On est à 30%. C'est-à-dire quand on met d'énergie, de combustible ou de carburant pour faire de l'électricité, on n'en ressort que 0,3. Donc, c'est pas bon. Que ce soit avec du bois ou avec autre chose, c'est pas bon. Mais après, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux utiliser du fioul ou du gaz ou du charbon, qui est une énergie fossile? Eh ben, ça se discute. Et voilà. Donc, je ne rentre pas dans ce débat, puisqu'on n'est pas concerné par ce débat, mais sachez quand même que la filière chauffage au bois, de manière européenne et en particulier française, on n'est pas favorable à ça, pour la raison simple qu'on gaspille du bois et qu'on veut garder le bois pour un rendement qui est un fort rendement, comme avec un appareil granulé, où vous êtes au grand minimum à 85%, voire avec les chaudières performantes à condensation à plus de 100%. La forêt nous appartient. Alors ça, c'est une chose qui arrive souvent. Les gens pensent, on pense tous que les forêts, c'est public et qu'on peut se balader comme on veut. Non, non, non. La forêt, elle appartient à des particuliers ou elle est privée à plus de 75%. Et donc, c'est comme si vous alliez dans le jardin de quelqu'un d'autre. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Et voilà. Donc ça, c'est un point tout bête, mais c'est important à avoir en tête. Et la plupart des propriétaires forestiers laissent l'accès libre à leur forêt. On peut les remercier parce que c'est pas obligé. Hein. Vous allez ramasser des champignons dans une forêt privée, en théorie, vous n'avez pas le droit. Donc, la plupart du temps, on ne vous dit rien et c'est tant mieux, mais il faut bien en être conscient. Mais par contre, que la forêt soit privée ou publique, ce n'est pas pour ça
que les règles de gestion ne sont pas les mêmes. Et c'est les mêmes règles de gestion. Quand vous avez une forêt, suivant la surface que vous avez obligatoirement des plans simples de gestion où vous devez annoncer vos actions, c'est-à-dire vos coupes, tout ce que vous faites dans votre forêt à l'avance. Et si vous êtes des petites parcelles, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un plan simple de gestion. Par contre, vous avez l'obligation de déclarer tout ce que vous faites aussi. Si vous voulez faire une coupe, il faut la déclarer. Donc, vous allez me dire, il y en a qui ne la déclarent pas. OK, sûrement, mais la majorité, voire l'immense majorité, c'est comme ça. La forêt française est fragilisée car pas assez diversifiée. Alors ça, c'est un argument qu'on entend de la part d'une certaine ONG qui critique systématiquement le bois énergie et qui critique la gestion forestière en disant on met que du Douglas, c'est du résineux qui fait disparaître le feuillu. Alors c'est faux, archi faux. Vous avez l'anneau sur la droite qui montre les différentes essences de bois qu'il y a dans la forêt française. L'immense majorité, 72%, c'est du feuillu et c'est celui qui progresse le plus. Donc, qu'on ne vienne pas dire l'inverse. Et de toute façon, une forêt monoessence, elle est bien plus fragile. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y en a pas, et ce n'est pas pour ça qu'il ne s'en plante pas. Mais s'il s'en plante, et s'il s'en plante encore, c'est qu'il y a des bonnes raisons et que ça a été étudié. Donc, que ça ne soit pas parfait dans tous les cas, ça, on l'entend, mais il ne faut pas dire des choses qui sont fausses et qui tendent à faire croire que la forêt est gérée de manière débile et pas durable. Voilà. Merci de votre attention. On va répondre à toutes les questions maintenant. J'espère que déjà vous avez eu pas mal d'informations qui vous ont éclairé. Et je suis tout oui pour les questions. Alors, je vais essayer de voir. Alors, ouais, moi j'en ai noté quelques-unes sur le fil de discussion, mais effectivement, on va aussi pouvoir en prendre en direct si besoin. Alors, vas-y. Je vais déjà poser la première qui est revenue plus régulièrement. Et puis après, effectivement, on va essayer de faire de manière un peu plus fluide avec tous les participants. La première question, c'était sur l'évolution des prix du marché et notamment sur l'avenir du prix. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de si ça va continuer à baisser ou pas? On a vu que ça s'était bien infléchi depuis le début de cette année. Et est-ce qu'on peut revenir même à des niveaux avant 2021, des niveaux de prix avant 2021? Voilà la première question qui était revenue. Alors, la réponse, je vais être un peu provocateur. Pardonnez-moi, c'est un de mes traits de caractère. Est-ce qu'aujourd'hui, le granulé est compétitif? Il me semble que je vous ai montré que oui. Est-ce que ceux qui ont acheté un appareil granulé avant 2022 sont perdants par rapport à une autre énergie? La réponse est non. Donc aujourd'hui, l'évolution du prix du granulé, ok, c'est important, mais ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution par rapport aux autres énergies. Et aujourd'hui, quel que soit le moment où vous ayez acheté un appareil granulé, vous avez fait le bon choix en termes économiques. Sur l'électricité, je pense que si vous aviez par exemple un chauffage électrique, vous avez divisé par au moins 2 votre facture électrique, et sans compter que vous avez augmenté le confort. Donc voilà, ça c'est ma réponse un peu provoque, mais c'est un point qui est quand même très important. Après, je n'ai pas de boule de cristal, et je ne m'aventurerai sûrement pas là-dessus, sur l'évolution du prix. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a peu de chances qu'on revienne à des prix de manière pérenne, à des prix d'avant 2022. La raison, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, les prix de revient ont quasi doublé. Ils n'ont pas doublé, ils sont redescendus un petit peu, mais on est à au moins 70% de plus qu'en 2021, donc que début 2021. Donc, c'est pas possible de redescendre plus bas. Après, il se peut qu'il y ait des moments où le granulé redevienne assez bas, et ça peut être le cas prochainement parce que il y a eu tellement d'abus dans la consommation de granulés et l'achat de granulés en fin 2021 et 2022 qu'il y a du stock de partout chez beaucoup de gens et que ça tire moins, que certains producteurs ont du mal et que malheureusement, il va falloir absolument vendre du granulé à un moment ou à un autre pour retrouver de la trésorerie et le vendre souvent à perte pour arriver à se rattraper. Donc, on a aujourd'hui une tendance qui est... il n'y a pas d'hiver, donc il y a une tendance quand même qui est très baissière, mais
encore une fois, je suis pas Madame Irma. Ne pariez jamais sur le prix du granulé, c'est un conseil. Ne pariez jamais sur le prix du granulé. Achetez au moment où vous pensez au moment où il vous convient. À partir du moment où vous spéculez, vous allez vous faire avoir. Donc, il y a une règle qui est générale, qui est en train de ne pas se valider cette année, mais qui est le fait que les prix sont toujours les moins chers au printemps. Et ça, c'est toutes les années pareil. Cette année, il semblerait qu'on est un peu moins cher maintenant qu'au printemps. Mais la raison, elle est simple, c'est que les producteurs, ils produisent, comme j'ai évoqué, de manière linéaire toute l'année. Et quand ce n'est pas la saison de chauffe, s'ils ne faisaient rien, le granulé ne se vendrait pas. Et donc, ils seraient obligés de stocker. Ils ne peuvent pas stocker, c'est des coûts énormes de stocker. Donc, une usine qui produit 100 000 tonnes ne va pas stocker 50 000 tonnes. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'elle vende. Donc, pour qu'elle vende, elle fait des offres promotionnelles au printemps pour répartir le stock sur l'ensemble des acteurs. Donc, les distributeurs des granulés et les clients finaux. Donc, c'est le moment où les prix sont les plus intéressants. Et ça permet aussi d'éviter une chose, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement au moment de la saison de chauffe à cause de livraison. C'est-à-dire que s'il fallait livrer tout le monde à l'automne, par exemple, on n'aurait pas assez de camions pour livrer, alors qu'il y en a largement assez en étalant sur l'année. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma. Aujourd'hui, on a une tendance baissière qui peut-être arrive au bout, mais on ne sait pas. En tout cas, ne spéculez jamais. Vous êtes sûr de vous faire avoir. Et les prix les mieux, c'est toujours au printemps, sauf exception. Et cette année, c'est une exception. Voilà. J'ai d'autres questions dans le fil de discussion, mais si certains veulent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main en bas de votre écran. Normalement, vous pouvez lever la main pour qu'on vous donne la parole, il n'y a pas de problème. En attendant, je vais poser la question suivante, c'est qui concerne la qualité des granulés. On a dit que tous les granulés au début étaient identiques. Pourtant, il existe bien des nuances de bois par rapport aux essences, au niveau de l'humidité, des nuances au niveau de la poussière, au niveau des granulés. Donc, si Eric, tu peux repréciser ce point-là, s'il te plaît. Ouais. Il y a une norme internationale qui définit les caractéristiques d'un granulé pour qu'il brûle bien dans un appareil. Cette norme, elle donne des fourchettes de tolérance pour les critères de humidité, de taux de cendre, de densité, de dureté, et ainsi de suite. Et donc, le granulé, il peut être conforme à cette norme, mais être dans différents niveaux de cette fourchette. Et c'est ce qui va faire la différence que vous allez rencontrer chez vous. Donc concrètement, aujourd'hui, vous chauffez avec un granulé de telle marque. Demain, vous prenez un autre granulé. Il se peut qu'il y ait un réglage à faire sur votre appareil. Sur une chaudière, non. D'une manière générale, ça ne pose pas de problème. Sur un poêle, c'est plus sensible, donc il peut y avoir un changement. Et donc, en fait, souvent, quand on a des gens qui disent le granulé que j'ai acheté, là, c'est de la mauvaise qualité, ce n'est pas de la mauvaise qualité, c'est juste qu'il est dans la tolérance de la norme, mais qu'il est à un niveau de tolérance qui est différent, pas meilleur ni moins bon. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de niveau de positionnement. Si par exemple, vous avez un granulé qui a un PCI de 4008 et que vous avez un poêle qui est réglé avec un PCI, enfin même un PCI de 5000, et que vous avez un poêle qui est réglé avec un PCI de 4007, et ben vous allez avoir du mal à faire. Alors qu'en théorie, le granulé était de meilleure qualité puisqu'il avait un PCI de 5000. Voilà. Donc, c'est là, les problèmes de qualité que vous avez avec un appareil, en particulier avec un poêle, c'est rarement la cause du granulé. C'est la cause d'un réglage. Là, je n'incrimine pas un installateur, je n'incrimine personne. C'est juste que l'appareil, c'est comme, je ne sais pas moi, si vous avez votre appareil, votre télé, vous dites c'est de la mauvaise qualité, j'entends rien. Si le son n'est pas réglé à la bon niveau, c'est normal. Donc voilà, j'exagère un peu, mais c'est ce principe-là. Donc ça, c'est un point qui est comme ça. Et par rapport aux essences, j'insiste et je réinsiste dessus, l'essence du bois n'a aucune influence sur la qualité de combustion chez vous. Ça fait sourire, ça fait réagir. Je vous donne une explication. Deux explications. La première, la norme internationale ne fait pas référence aux essences de bois. Donc, s'il y avait une conséquence sur la qualité du granulé, la norme, elle aurait fait référence à l'essence du bois. Et d'autre part, pourquoi vous entendez systématiquement parler de granulés résineux, 100% résineux, c'est ce qu'il y a de mieux? La raison, elle est simple. C'est que vous avez des granulés qui proviennent de sciage à 90-95%. Et que le sciage en France et dans l'Europe en général, c'est 90 à 95% du résineux. Donc, un gars qui produit du granulé, une usine qui produit du granulé de résineux,
il ne va pas aller faire la promotion du granulé feuillu. Donc, il va dire, prenez du 100% résineux, c'est ce qu'il y a de mieux. Et à l'origine, c'est les pays nordiques, en particulier l'Allemagne, qui, pour des raisons de concurrence, eux qui sont vraiment pour le coup en 100% résineux de partout, eh ben, ils voulaient se positionner par rapport aux Français ou par rapport pour sous-entendre qu'ils aient de la meilleure qualité. Ils disaient, prenez du granulé 100% résineux, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que je vends. Et donc, le petit Français qui arrivait avec du granulé mixte ou du granulé feuillu, eh ben, il avait un handicap et donc il vendait moins cher ou il ne vendait pas. Donc, la logique du granulé résineux, c'est du marketing pur. Après, que ça soit plus compliqué à produire, un petit peu plus compliqué à produire, que ça puisse coûter ponctuellement un petit peu plus cher en production, ça c'est vrai, mais ce n'est pas votre problème. Le client final, il n'y a pas de différence. Il y a autant de différence entre un granulé feuillu et un granulé résineux qu'entre deux granulés résineux. Si vous avez deux essences de résineux qui sont vraiment différentes, vous allez avoir autant de différence, sinon plus, qu'avec un granulé résineux et un granulé de feuillu. Donc ce sujet feuillu-résineux, on oublie, c'est comme les couleurs de granulés, c'est comme le granulé qui coule quand on le met dans l'eau. Il n'y a aucun granulé qui est fait normalement qui ne coule pas. Donc s'il y en a un qui me trouve un granulé qui flotte, bravo, je n'aurai une prime. Je veux dire, il faut arrêter de se prendre la tête avec ces arguments de qualité qui sont complètement, pardonnez-moi l'expression, nuls. Un granulé, s'il est certifié, c'est qu'il répond à un cahier des charges qui est fixé par des professionnels du chauffage au granulé, que ce soit les fabricants d'appareils, que les fabricants de granulés. Et donc, je ne dirais pas que vous êtes tranquille, mais je vous ai expliqué pourquoi il pouvait y avoir des cas où vous n'étiez pas tranquille. Mais ce n'est pas du granulé de mauvaise qualité. Pardon, je suis un peu long, mais il faut bien expliquer les bonnes choses. C'est parfait. On a maintenant, j'ai pas vu de main se lever, alors je continue à poser les questions du fil de discussion. On a maintenant une question plutôt sur les appareils, justement, avec la première, que penser des poêles bicombustion, c'est-à-dire à énergie mixte, si j'ai bien compris, bois, bûche granulé. Ouais. Moi, j'ai un élément de réponse. Maintenant, si Eric. Bah, moi, je ne suis pas technicien. C'est comme tout. Il faut prendre un appareil de qualité. Donc, c'est des produits qui sont très bien. C'est le gros avantage, évidemment, c'est que vous pouvez, quand vous êtes là, vous chauffer au bois et donc vous avez une économie parce que le bois bûche est quand même moins cher que le granulé. Encore qu'il y a des fois on se demande, mais globalement, c'est quand même moins cher. Donc, c'est intéressant. Et puis, quand vous n'êtes pas là ou quand vous voulez allumer, bah, vous pouvez servir de granulé. Donc, c'est un appareil qui est génial. Après, attention de prendre des marques qui sont reconnues pour leurs appareils. Je ne citerai pas de marque parce que même s'ils sont adhérents chez nous, ce n'est pas mon rôle. Mais vous vous renseignez sur le marché, vous verrez les marques et celles qui ont pignon sur rue. Si vous allez chercher une marque exotique, oui, c'est sûr que ce n'est pas parce qu'elle ne sera pas chère qu'elle sera de la qualité. Sur ces produits-là, il faut vraiment avoir des appareils de qualité. Parce que sinon, voilà. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même ces deux appareils en un. Donc, c'est quand même deux appareils. Et donc, c'est quand même plus cher. Donc, si vous avez les moyens, tant mieux, mais c'est quand même des appareils qui sont beaucoup plus chers. Donc, il faut vraiment bien réfléchir avant, si c'est juste pour le faire plaisir ou si c'est vraiment une utilité que vous en avez. Voilà. Oui, bon, c'était effectivement les éléments de réponse que j'avais. J'ai deux questions maintenant concernant les chaudières granulées. Il y en a une qui vient juste d'arriver, mais du coup, ça fait écho à la première. Déjà, existe-t-il une certification pour la qualité et le rendement des chaudières granulées? Je pense que la question vaut aussi du coup pour les poêles, on va pouvoir préciser pour les deux. Et puis, du coup, est-ce que l'entretien de ces chaudières coûte cher ou pas? Ou est-ce que c'est compliqué? Alors, c'est jamais compliqué. Il suffit d'avoir un installateur ou une personne qui va avoir un contrat d'entretien. Donc, sur un poêle, ce n'est pas obligatoire en théorie, mais je crois que c'est quand même obligatoire. En tout cas, sur un poêle, moi, je vous conseille d'avoir des contrats d'entretien. Ça va vous coûter 100 ou 150 euros par an. Et c'est une somme, mais vous êtes tranquille. Et vous avez la personne qui s'occupe de vous correctement. Sur la chaudière, c'est obligatoire. Donc, il faut prendre un contrat d'entretien. Après, la qualité des appareils, c'est simple. Déjà, jusqu'à il y a 2 ans, il y avait une norme qui définissait la qualité des appareils. Et donc, comme pour le granulé, donc à partir du moment où l'appareil répondait à cette norme, bah, vous étiez tranquille. Sauf jusqu'il y a 2 ans, il n'y avait pas obligation que ça soit qu'il y ait sur le marché des appareils qui répondaient à cette norme. Donc, il y avait la qualification. Si vous vouliez avoir les aides, il fallait que votre appareil soit flamme verte ou équivalent. Donc, automatiquement, vous aviez cette norme. Depuis 2 ans, que je me trompe pas, il y en a pour les chaudières, c'est depuis l'année dernière, début 2022, et pour les poêles, c'est depuis début 2021 ou 2020, je ne me rappelle plus. Il y a Ecodesign, qui est la réglementation européenne, qui impose une qualité d'appareil pour être vendu sur le marché.
Donc, en théorie, vous ne trouvez pas maintenant d'appareils sur le marché qui ne sont pas éco-design. Et éco-design, c'est des obligations en termes de rendement d'appareil, c'est-à-dire de production de chaleur par rapport à une entrée de combustible, et c'est une des contraintes, des exigences au niveau des émissions de particules. Donc là, aujourd'hui, pour acheter un appareil qui ne soit pas bon, en théorie, il faut faire fort, quoi. Il faut vraiment le vouloir et aller chercher, je ne sais pas où, dans un pays perdu, mais voilà. Donc côté appareil, il n'y a pas de risque. Moi, ce que je vous conseille sur les appareils, l'appareil, c'est quelque chose. Donc prenez des marques quand même qui sont connues, parce que si vous allez chercher une marque qui est inconnue ou qui a peu de distributeurs sur le marché ou de revendeurs, c'est quand même pas top. L'intérêt, c'est d'avoir un installateur de qualité, donc quelqu'un qui est reconnu, pas quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet ou quoi que ce soit. Allez sur des gens qui sont connus, qui sont à côté de chez vous, ou vous puissiez contrôler qu'ils existent bien déjà, et qui ont un historique. Alors, c'est dommage pour ceux qui se lancent, mais bon, ils vont y arriver quand même, hein. Et donc, ça, c'est important. Et surtout, une marque qui est reconnue, ça a de l'importance pour tout le service après-vente. C'est-à-dire que quand vous avez une petite panne et tout, que vous n'ayez pas, s'il y a un petit truc qui a cassé ou quelque chose, ça arrive rarement, surtout sur une chaudière. Sur un poêle, ça peut être un peu plus fréquent, mais il faut qu'il y ait un service après-vente qui soit efficace. Et là, aujourd'hui, les marques connues qui sont sur le marché français, en théorie, ça fonctionne bien. Voilà. Encore une fois, c'est toujours pareil. Si pour gagner quelques euros, vous allez chercher des exotiques, ben, vous prenez un risque. Voilà. Merci. J'ai d'autres questions, toujours pas de main levée. Et bien, on revient sur... pardon, je reprends mes notes. Oui, mais du coup, sur le coût, on revient sur le coût du granulé et sur des conditions de stockage. J'avais deux questions. Est-ce que dans le coût qu'on a évoqué, il y a intégré les coûts de l'électricité qui sont liés au fonctionnement du poêle ou de la chaudière? Du coup, ça vaut aussi pour les chaudières. Je te laisse répondre sur ce premier. Dans les coûts, le graphique de comparatif de prix des énergies que j'ai mis, il y a deux Oui, choses. j'imagine, oui, qu'on parle de ça, oui, Alors, effectivement. deux choses. Le graphique avec le comparatif de toutes les énergies, là, avec les courbes qui montent et qui descendent, là, c'est uniquement le combustible. Il n'y a pas d'autre chose. C'est les données du ministère de l'écologie et du développement durable, là, ce qu'on appelle le SOES, qui donne c'est l'indice INSEE du prix des énergies. Bon, le granulé en fait partie, c'est tout dedans. Ça, c'est clair. Les histogrammes que j'ai montrés qui comparent les pompes à chaleur et les poêles à granulés ou les chaudières à granulés, les chaudières fuel et ainsi de suite. Là, ça comprend le rendement d'appareil, le coût de l'énergie, voilà, c'est tout. Donc ça ne comprend pas l'amortissement de l'achat de l'appareil. Mais bon, comme là, on compare beaucoup à la pompe à chaleur, c'est le même coût à l'achat qu'un appareil granulé, grosso modo. Donc c'est pas, ça peut être plus cher, ça peut être moins cher, mais globalement, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas trop le souci. Après, je voudrais quand même préciser quand même quelque chose, c'est que la consommation électrique d'un appareil à granulé, c'est peanuts, hein. Donc, quelqu'un qui hésite entre un poêle à bûche et un poêle à granulé, s'il doit comparer, ce n'est pas sur le coût électrique. Ça va être sur la souplesse, sur l'automatisme et compagnie, mais la consommation électrique, ce n'est pas ça qui va changer la donne. Ou alors, vraiment, il faut qu'il soit vraiment très près de ses sous. Il y a beaucoup d'autres choses à voir avant d'économiser là-dessus. Donc voilà, c'était juste le point important. Ça consomme très très peu. Ça consomme très très peu. Alors, demandez pas des valeurs, je ne les ai pas en tête du tout, mais ce n'est pas un sujet, quoi. Non, mais pour abonder sur ce point, effectivement, le choix il doit absolument se faire par rapport à vos usages, pas par rapport à ce coût électrique qui est effectivement très marginal. Je continue du coup avec deux questions sur les conditions de stockage des granulés, c'est-à-dire combien de temps on peut les stocker, dans quelles conditions, et par exemple j'ai une question par rapport à une cave humide. Est-ce qu'il y a des solutions pour garder les granulés dans de bonnes conditions dans ces cas-là si on a une cave humide? Alors, le stockage, je pense que c'est ce que vous voyez sur les sacs, hein, c'est très clair, c'est stocké au sec. Donc, ça veut tout et rien dire. Non, c'est quand même assez clair. C'est-à-dire que le stockage du granulé, ça doit être absolument au sec. Et quand je dis au sec, en fait, le problème du granulé, c'est s'il y a un liquide qui tombe dessus. Ce n'est pas l'humidité, c'est un liquide. C'est-à-dire que vous avez un lieu qui a une tendance à être humide. Si le granulé ne reste pas 10 ans dedans, ça va aller. Si vous avez une goutte d'eau qui tombe dessus, là, par contre, ça se transforme en popcorn et vous avez plus de granulé, vous avez de la sueur.
Donc, ça, c'est la priorité. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de risque d'eau qui tombe dessus. On a de temps en temps des cas de gens qui ont mis un silo dans une cave, et puis il y a eu des fortes pluies, et il y a de l'eau qui est rentrée dans la cave. Et ben là, c'est mort, quoi. Je veux dire, le granulé, s'il était en contact avec de l'eau de pluie, c'est très compliqué parce que le granulé, il va regonfler. Et dans un espace contraint, c'est dur comme du bois après à sortir, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc il faut absolument qu'il n'y ait pas de contact avec de l'eau. Après, la relation avec l'humidité, alors il n'y a pas d'études qui ont été faites, qui existent, sachant que le granulé est tellement compressé qu'il reprend très peu d'humidité. Alors, si vous le mettez sous de la vapeur, évidemment, ça va changer. Mais dans un lieu, même avec un air humide, normalement, il n'y a pas de problème. Et là, sur la durée de stockage, on n'a encore pas d'études là-dessus, mais 2 ans sans problème. Donc, mais toujours dans des conditions de qualité, quoi, hein. Si vous le mettez dehors, à l'abri d'un vent et qui est à moitié fuyant, bon, bah, évidemment, non, ça ne va pas. Mais dans des conditions secs, dans un garage sain, dans une maison, il n'y a pas de problème. Dans une cave humide, eh ben, il faut s'assurer déjà qu'il n'y ait pas d'eau, encore une fois, et puis ben, normalement, ça passe. Merci. Et bon, on va arriver sur les questions un peu plus exotiques et voilà, notamment une à laquelle je n'attendais pas. Quid des granulés pour le barbecue? Je connais Hmm. pas ça, moi, personnellement. Bah, les granulés pour le barbecue, là, pour le coup, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que du bois. Non, bah, le granulé pour le barbecue, bah, vous pouvez utiliser du granulé normal, du granulé de bois, du granulé de bois entre guillemets spécifique, hein. Vous avez des granulés de hêtre, des granulés de châtaignier, des granulés parfumés. J'ai même vu du granulé aux fines herbes. Bon, c'est vraiment exotique. Non, non, pour le barbecue, vous pouvez utiliser exactement le même granulé que vous utilisez habituellement. Après, vous avez le vendeur de granulés exotiques qui va vous dire, bah ouais, mais moi je parfume un peu plus. Voilà, bon, après, ça, c'est des goûts et des couleurs, hein, mais voilà. Merci Eric pour cette réponse. Et puis une question qui n'était pas tout à fait sur le thème des granulés, mais plus sur la question de la filière bois, et qui a fait pas mal réagir dans le fil de discussion. Quand on parlait de la forêt privée, on a une remarque qui disait oui, effectivement, la forêt est bien privée, puisqu'on vend notre bois à la Chine. Bah, qu'en est-il? Comment est organisée la filière bois par rapport à ça, au bois qu'on vend aux pays étrangers en règle générale, Chine ou pas Chine? C'est pas un sujet que je maîtrise. Il faut pas non plus faire la grenouille plus grosse que le bœuf. Le bois qui part en Chine, à ma connaissance, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, c'était essentiellement des grumes de chêne et de hêtre. Il y a peut-être d'autres bois aussi qui partent, mais encore une fois, je ne connais pas. Mais le vrai problème de ça, enfin, c'est pas un problème, c'est le marché, quoi. Je veux dire, vous avez un produit qui vaut un prix, vous avez deux acheteurs qui arrivent face à vous, il y en a un qui vous propose 20 ou 30 ou 50% en plus, bah, vous allez vendre à qui? Donc, je veux dire, le vrai problème, il n'est pas tant sur le fait que ça parte en Chine. Le problème, il est qu'on n'arrive pas à valoriser correctement les produits bois en France. C'est tout. Donc, quand un scieur il pourra acheter au même prix que son concurrent chinois, eh ben, nous, on aura mieux valorisé notre produit. Ce sera vraiment, vraiment mieux. Mais aujourd'hui, c'est pas parfait de ce côté-là. Mais encore une fois, c'est pas tout le bois français qui part en Chine, hein. Non. C'est simplement qu'il y a eu une réaction forte d'un certain nombre d'acteurs, à commencer par la Fédération nationale du bois, par rapport à ça, parce que ça devenait quand même un peu extrême, quoi. Mais encore une fois, mettez-vous à la place du propriétaire qui a ses bois, et ce bois-là, bah, il vend, bah, c'est naturel, vous n'allez pas vendre à celui qui vous offre le moins. Donc, c'est comme ça. Il faut tendre à faire que les conditions soient plus favorables pour les scieurs français, mais ce n'est pas évident. Et il y a des structures qui se battent pour ça. Donc, je veux dire, moi, je ne prends pas parti là-dedans. Je dis simplement qu'il ne faut pas généraliser. Et on a une belle forêt, on a une forêt qui croît, franchement, on nous l'a dépeint depuis des mois comme une forêt qui disparaît, qui, bon, ok, elle est soumise aux contraintes climatiques et tout. Mais baladez-vous en forêt, elle est quand même belle, la forêt française. Donc, je veux dire, il n'y a pas. Et donc, bah, on en a, ça croît. Donc, oui, ça attire ça attire des convoitises, oui, c'est clair. Merci Eric. Je crois
Moi, j'avais fait noté le une tour petite question qui est passée dans le flux, là. Oui, Fréquence de contrôle des ah oui, appareils pardon. Oui. et du granulé. Alors, sur les appareils, la fréquence de contrôle, c'est une fois en sortie d'usine, hein. Et puis le constructeur s'engage sur les valeurs que la réglementation lui impose. Et puis après, c'est le contrôle en continu par l'installateur qui vient faire l'entretien. Donc, par exemple, sur une chaudière, il y a des contrôles qui sont demandés lors de l'entretien de la chaudière. Sur le poêle, je suis moins au courant, mais il me semble pas particulièrement, mais en tout cas, la qualité est contrôlée quand l'installateur vient voir que tout se passe bien, que les sondes fonctionnent bien, que tout va bien. Sur la qualité du granulé, le principe d'une certification, c'est le suivant. Alors, petite leçon de choses sur la différence entre certification et norme, parce que tout le monde parle de normes, alors qu'en fait, il n'y a qu'une norme. C'est la norme internationale qui, comme j'ai dit tout à l'heure, définit les qualités d'un granulé pour qu'il fonctionne bien dans un appareil. Cette norme, elle n'engage personne. C'est-à-dire que moi, je suis producteur aujourd'hui, et je dis mon granulé est conforme à la norme, mais ça n'engagera que celui qui me croit. Donc, il faut prouver ça. Pour le prouver, je vais faire venir une certification qui va venir auditer mon entreprise, et cette certification va s'engager à contrôler tous les points de la norme, voire plus, dans certains cas, comme une plus qui contrôle un peu plus de choses, et qui va garantir que le produit est conforme à la norme et va bien brûler. Et donc, cette certification, elle va venir faire un audit tous les ans. Donc, vous allez me dire, ah ouais, le jour où il vient faire l'audit, je travaille bien, puis les autres jours, je fais de la merde. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le principe de l'ISO 9001, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, c'est tracé, vous avez des écrits. Donc, en l'occurrence, sur une certification, quelle qu'elle soit, elle va venir une fois par an, elle ne va pas contrôler la qualité le jour où elle vient, elle va contrôler que vos documents sont conformes, que les mesures que vous faites très régulièrement, c'est-à-dire durant chaque équipe de production, c'est-à-dire 2 à 3 fois par jour, suivant les critères, parce qu'il y a des critères qui sont contrôlés qu'une fois par jour, d'autres à chaque équipe, ainsi de suite, que ces caractéristiques que vous avez relevées sur votre production sont conformes à la norme. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, je peux faire n'importe quoi, puis dire qu'ils mettent des valeurs conformes. Bon, à ce compte-là, on ne fait plus rien, quoi, hein. Je veux dire, non. Je veux dire, le contrôle, il est fait comme il est fait, et ça n'a aucun intérêt pour un producteur de faire de la merde en parlant poliment. Je veux dire, du jour au lendemain, il va se prendre des réclamations, ça ne va plus aller. Donc, qu'il ait ponctuellement une erreur, bon, ça arrive à tout le monde, mais qu'en continu, ça n'arrive pas, ce n'est pas possible. Donc, l'auditeur va venir faire son audit et contrôler toute la documentation où sont marqués les résultats de contrôle régulier. Dans les usines, il y a des laboratoires, hein. Chaque usine a un petit laboratoire qui va contrôler, par exemple, l'humidité, qui va contrôler la dureté du granulé. La dureté, c'est la friabilité du granulé, qui va contrôler les dimensions. Voilà. Et donc, tout ça, c'est contrôlé une fois par an par l'auditeur qui vient dans l'usine pour valider la qualité du granulé, que les qualités du granulé tout au long de l'année ont été conformes. Je sais pas si je pense que j'ai répondu à cette question que j'ai vu passer. S'il y en a, Oui, il y avait une toute dernière réaction sur la caractérisation des conditions de stockage. Est-ce qu'il y a pour compléter un peu la question et pour la formuler, est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits actuellement pour justement tester les conditions de stockage dont on a parlé dans des conditions un peu humides ou pas? Et ça serait le rôle de qui de faire ça, du coup? Alors, il n'y a pas de travaux en ce moment là-dessus. Ce serait le rôle de la filière, mais comme en fait, il n'y a pas de demande, quoi. Ce n'est pas un sujet pour la filière, donc il n'y a pas de. Aujourd'hui, les, les, la profession a défini les conditions de stockage et vous pouvez les retrouver, hein. Je ne vous en ai pas parlé, mais on a un MOOC. Si vous tapez sur Internet dans votre moteur de recherche Propelay MOOC, M-O-O-C, vous allez tomber sur une trentaine de petites vidéos qui vous précisent toutes les caractéristiques d'une chaufferie. Alors, ça concerne la chaudière, hein, pas le poêle. Et dedans, vous avez toutes les caractéristiques pour que tout soit bien fait, quoi. Donc après, c'est sûr que si on s'écarte de ça, j'allais dire on répond plus de rien à non, mais on n'est plus dans des caractéristiques qui permettent de garantir la qualité du granulé. Donc là, sur ces sujets-là, il n'y a pas de demande d'analyse. Je pense notamment à l'humidité. Aujourd'hui, on n'a pas de problème. Le vrai problème qu'on a, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand il y a de l'eau qui tombe dessus. Mais sinon, on n'a pas de problème de reprise d'eau, on n'a pas ce genre de sujet, quoi. Donc, alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà.
Ah, il y a une question intéressante là. Oui, qui vient Je viens d'arriver. je viens de m'équiper d'un poêle à granulés. Est-ce que j'ai besoin d'un silo? Non. Non, non. L'intérêt du poêle à granulés, question purement pratique. Le poêle à granulés, il va consommer quoi? 500, 600, 800, une tonne par an. Un silo, c'est 3-4 tonnes minimum, quoi. Donc, vous allez. Et puis, c'est pas fait pour distribuer des petites quantités. Le silo, il a soit directement une vis sans fin qui amène du silo à la chaudière, soit une soufflerie, enfin une soufflerie, ouais, une soufflerie qui aspire, une aspiration, pardon, qui aspire le granulé du silo directement dans la chaudière. Donc, quand vous avez un poêle à granulés, soit vous approvisionnez une palette que vous faites mettre dans votre garage ou je ne sais où, à l'abri, au sec, et vous prenez vos sacs les uns après les autres, soit vous approvisionnez vos sacs auprès de vos fournisseurs habituels, au coup par coup ou par lot de 10-20 sacs, à votre convenance. Après, il y a d'autres solutions qui existent qui sont très peu courantes. C'est avoir des mini-stockages chez soi, des petits containers de 500 kilos ou une tonne. Bon, il faut avoir la place, et puis ça veut dire il faut remplir ces containers. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Parce qu'un camion souffleur qui livre en vrac, il ne va pas se déplacer pour 500 kilos ou une tonne, ou alors à un prix qui sera plus du tout compétitif. Mais même, je pense qu'il refusera. Et si vous remplissez votre silo avec des sacs, bah, ça n'a plus d'intérêt, quoi. Autant garder les sacs et puis les vider au fur et à mesure dans votre poêle. Donc voilà. Il y a eu plein d'études, plein de recherches, beaucoup de gens ont eu des idées pour trouver des solutions, mais jusqu'à maintenant, ça a jamais été très, très fructueux. Merci Eric. Je crois qu'effectivement, cette fois, on a fait le tour des questions. Je vous propose, je vous remets à l'écran le numéro de téléphone de notre service sur lequel vous pouvez nous contacter pour avoir des informations sur les installations que vous souhaitez faire chez vous, pour les installations qui sont déjà en place chez vous, éventuellement d'autres questions qui concernent toute l'énergie dans votre logement. C'est le service public sur la Savoie. Ma foi, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous de votre attention. Merci Eric pour cette intervention. Je te laisserai le mot de la fin, puisque c'est toi qui as présenté la plupart de ce qu'on a dit aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin pour conclure. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Olivier, merci à vous. Et puis bah, j'espère que ça a été clair. Je crois que les commentaires sont là. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir, hein. J'insiste auprès de l'ASDER. Nous, Propolaire, on ne répond pas en général aux particuliers et on renvoie toujours sur l'ASDER ou sur l'espace info-énergie de l'endroit où on a la demande. Voilà. Et ben, bon chauffage au granulé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore choisi, ben, qui n'hésitent pas à y aller, c'est le moment. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt.